Alors, on va parler des pervers narcissiques, un sujet à la mode, Alexandra, un sujet qu'on avait Super sujet. On a déjà ouais, abordé, mais c'est bien de redonner des exemples. on va redonner des exemples. C'est un sujet à la mode parce que je trouve que j'avais voulu éviter ce sujet pour être honnête avec toi, parce que je trouvais que c'est un terme un peu fourre-tout qu'on trouve un peu utilisé partout aujourd'hui à toutes les sauces et que les gens utilisent de manière très rapide. Mais on va en parler. Alors, allons-y. Parlons des pervers narcissiques. Je t'écoute, Alexandra. Qu'est-ce que tu Ils penses sont des pervers? partout. Ils sont partout. Tu es encerclé par les pervers narcissiques, c'est ça? Non, non, non. Non, non, on va pas les attirer, on va pas y penser, sinon on va les attirer encore plus facilement, donc non, non. Non, mais après, c'est vrai qu'on peut facilement tomber dans le piège de les attirer justement. Si on part de ce principe-là, de dire, «J'attire que les pervers narcissiques», déjà, je mets l'action de: «Autour de moi, il n'y a que ça». Donc déjà, je m'en sépare pas. Déjà, j'ai pas l'action de la pensée de: «Je vais tout faire pour qu'il n'y ait plus de pervers narcissiques dans ma vie», tu vois? Donc déjà, c'est la première étape, c'est de se dire que c'est possible de tomber sur des relations saines et équilibrées. Ça, c'est vrai que quand on voit des femmes qu'on a en entretien ou en coaching, elles ont même plus la possibilité de visualiser leur futur, quoi. Elles sont tellement prises dans leur Bloquées passé, dans le passé, ouais. dans le deuil des relations passées que c'est la première chose qu'on voit, hein, je sais pas si tu es d'accord Alexandra, c'est que la première étape dans notre coaching, c'est pas pour rien que la voix du cœur commence par guérir son cœur, c'est que tant qu'on n'a pas guéri son passé, on n'arrive même pas à être dans le futur. Alors, du coup, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un père narcissique selon toi? Et pourquoi aussi, deuxième question qui va avec, on se retrouve dans des schémas d'emprise avec des gens comme ça, en fait? Alors pour moi, un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui est dans l'emprise, qui en tout cas, qui crée l'emprise et qui a besoin de contrôler, qui a besoin de se sécuriser, de se rassurer et toi, en fait, tu tombes dans le piège de il va être sympa avec toi, il va bien s'occuper de toi, mais en fait, derrière, il va t'user, il va te manipuler, il va te fatiguer. Il va pas être sincère avec toi, il va pas être, honnête. Il jouera aussi, souvent double jeu avec toi et en fait, c'est juste qu'il sait pas ce qu'il veut au fond de lui. Donc pervers narcissique, il y a le côté et pervers et narcissique. Pour moi, le côté narcissique, c'est aussi, que pour lui, ça va être le meilleur. Ça va être, celui qui a les plus grandes capacités et en fait, j'aurais envie de donner un exemple plus précis. Bah, par exemple, toi, tu vas être sous son emprise parce que je parlais d'emprise et tu arriveras jamais à te sortir de cette situation dans le sens où il fera il fera toujours en sorte de penser que lui, c'est la seule solution. Que en fait, sans lui, tu t'en sortiras pas, sans lui, tu rien. Il te rabaisse, en fait, aussi également. Donc là, on est vraiment dans une emprise, nocive, de pervers narcissiques. Moi, ce que j'observe en plus dans tous ces phénomènes d'emprise que tu décris, c'est le fait de détourner la réalité ou de la reformuler à la sauce, comme tu disais. C'est ce qu'on appelle le gaslighting, ou je sais plus le terme en anglais, ou je crois que tu m'en avais utilisé. C'était quoi le Heu, terme? je sais, c'est, alors je sais plus exactement, je l'ai entendu qu'une fois, mais je crois que c'est lighting, je sais plus. Attends, je vais regarder. Mais en gros, moi, je l'ai beaucoup vécu parce que j'ai vécu avec aussi, il n'y a pas que les hommes. Il y a aussi ghostlighting. Ah C'est oui, le gaslighting. C'est une manipulation qui concerne le fait de mettre en doute la parole de l'autre et de dire que si l'autre voit des problèmes, c'est parce qu'il est fou ou c'est parce que il raconte n'importe quoi ou parce que voilà. Donc en fait, l'autre va te faire passer pour un folle ou un fou et en fait, quand tu vas commencer à dire, bah là, tu m'as pas donné de nouvelles pendant 3 jours, c'est pas normal, la personne va retourner le truc contre toi en te disant, bah non, c'est toi qui vois le mal partout. Et puis surtout, il va toujours te remettre la faute. Ce que j'ai remarqué aussi avec les pervers narcissiques, c'est qu'ils vont jamais reconnaître leur tort. il Ou ils va vont le faire, minimiser, ouais. Mmh. ou très 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 peu, juste le temps de te réobtenir si tu es en train de partir. C'est-à-dire que si vraiment ils voient que tu es en train de partir, ils peuvent, comme une technique de manipulation, temporairement reconnaître un tout petit peu leur tort, mais c'est juste une façon de te garder, quoi. Et après, dès que tu es revenu, c'est reparti pour une sauce, quoi. Mmh. Donc, Bah, il y a pas de remise en question. C'est toujours toi le problème. ou très peu, ou Et alors il fait une fausse remise en question. Dans tous les voilà. cas, il arrivera à retourner, le jeu et au final, tu te sentiras soumise à sa possession à lui, à ses règles, à ce que lui, il ordonne et ce qu'il souhaite, en fait. Tu pas du tout ta place et tu arrives pas à prendre ta place parce que lui ne laisse pas la possibilité que ça se passe comme ça. Il y a aussi ce côté où il va y avoir le chaud-froid qui rend très dépendant. C'est-à-dire qu'on va avoir ce qu'on appelle des phases d'emprise. Je l'avais beaucoup étudié, ça. On commence par une lune de miel où
La personne va te faire du love bombing, pour reprendre un autre terme, c'est-à-dire beaucoup de compliments, hein, beaucoup de t'es la meilleure, t'es incroyable, donc tu vas avoir l'impression d'être unique. Après, il va y avoir des petits conflits, des petites critiques, des petits jugements comme ça, mais qui vont être en teinte légère. Et après, ça va devenir de plus en plus présent jusqu'à ce que tu pètes un câble. Après, il va y avoir l'explosion de la colère. Et après, de nouveau, recycle de réconciliation. Et ces cycles-là, de mon expérience, sont de plus en plus rapides. Parce que quand la personne qui est sous emprise se rend compte qu'il y a des cycles, bah, du coup, ça va de plus en plus vite à les détecter. Et en fait, ça va faire des explosions de colère de plus en plus rapides comme ça. Et en Et on fait, va... du coup, je veux parler d'addiction aussi même. Tu deviens complètement addict à tout ce qui se passe. Parce que chez toi, ça crée la dépendance, mais tu te raccroches à ça, à cet élan de amour. Tu perds l'amour, mais tu as besoin vite de le retrouver. Donc bah, lui, ce sera la personne la plus proche chez qui tu pourras très vite en retrouver le plus rapidement possible. Et c'est ça, il le sait, ou alors inconsciemment, il le sait peut-être. Mais dans tous les cas, c'est comme ça qu'ils arrivent à fonctionner, c'est te garder sous le coude, en fait. Et c'est très intéressant ce que tu dis parce que j'étais en coaching hier et on parlait de la différence entre l'amour et la passion. Et la passion, c'est la recherche de l'intensité émotionnelle. Mais la passion, c'est aussi la passion du Christ quand il est sur la croix. C'est-à-dire le Christ, pour la mémoire de tout le monde, se sacrifie pour les humains en allant sur la croix. Donc ça veut dire qu'il donne son corps. Et on le voit bien dans la passion, cette espèce d'énergie de j'ai envie de l'autre, mais ça me fait souffrir aussi d'ailleurs. Mm. Donc c'est exactement comme l'énergie du Christ. C'est-à-dire il y a ce qu'on appelle le chemin de la passion, c'est le chemin où le Christ va jusqu'à être mis sur la Mm. croix. C'est ce qu'on appelle le Ouais. chemin de la passion dans la Bible. Moi, je Donc c'est voudrais pas pour aussi rien. parler d'interdépendance. Mhm. En fait, Vas-y, je t'en prie. je pense vraiment que ça, c'est une notion, je sais pas si on a déjà mis des mots dessus ou pas, Mhm. mais en fait, toi, du coup, tu es dépendante, enfin, du coup, la personne qui est dans cette emprise-là, elle est dépendante de lui parce qu'elle se sous-estime, pour elle, elle a pas confiance en elle, elle a pas d'estime d'elle-même. Donc pour elle, ben, en fait, elle va réussir à vivre qu'à travers lui. Et lui, je pense vraiment qu'il y a quand même s'il se prétend être le meilleur, le plus fort, en fait, il est dépendant de cette situation. Ça veut dire qu'il se raccroche aussi à sa présence à elle, tu vois? C'est, peut-être le côté, manipulation, contrôle, mais lui moi je parlerais vraiment d'interdépendance parce que lui, il est accroché et il aime cette notion de contrôle, donc il est dépendant de cette situation, et elle, elle est dépendante du fait de, vivre, auprès d'un homme qui Tout la à fait. contrôle, qui la manipule, en fait. Chacun voit l'autre. Mais moi, je dis souvent, on joue au même jeu, mais pas avec les mêmes règles. C'est-à-dire qu'il y en a une qui essaye que la règle du jeu, ce soit on essaie de se comprendre et de s'aimer et de s'accepter. Alors que l'autre, le focus, il est d'abord sur comment je contrôle l'autre et comment l'autre est vu d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça un pervers narcissique, comme un objet ou comme un moyen. C'est-à-dire, on ne voit pas un humain. Il n'y a pas une considération sur les émotions et les sentiments de la victime. Il y a juste l'autre est un moyen et c'est comme un objet qui fonctionnerait mal et quand il fonctionne mal, on lui gueule dessus en disant tu fonctionnes pas comme il faut. Un peu comme du management toxique. Mmh. Donc l'idée, c'est que il va y avoir plein de techniques là-dessus pour isoler la victime, la dévaloriser, comme tu disais, manipuler, etc., etc. Il y a un truc aussi que je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, qui est cette notion dans l'interdépendance de la drogue. Tu as fait le parallèle avec la drogue, puisqu'on parle d'emprise aussi chez les pervers narcissiques, enfin pas les pervers narcissiques, mais les, enfin, il pourrait être possible aussi que les pervers narcissiques aient constamment besoin, comme tu dis, d'avoir une nouvelle victime pour toujours se sentir puissant à travers l'autre pour éviter leur vide existentiel. Pour moi, c'est ça que ça explique, c'est qu'ils ont un vide existentiel. Ils ont du mal à trouver leur propre puissance à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc, ils sentent leur puissance que quand elle est exercée sur quelqu'un d'autre et non pas Mmh. avec quelqu'un d'autre ou sur eux-mêmes pour, je sais pas, faire du sport par exemple, où tu peux te sentir puissant après avoir fait du sport. Mais là, c'est pas comme ça. Là, c'est la puissance sur l'autre en fait. C'est la Mmh. puissance sur l'autre. C'est quand l'autre se sent mal que nous, du coup, que ces gens-là se sentent puissants. Après, il y a un autre truc aussi, c'est qu'est-ce qui se passe en termes d'emprise. Effectivement, tu as parlé des montagnes russes, enfin, on en a parlé un peu, pour que la victime soit à ce point droguée. Alors, on sait qu'aujourd'hui, l'amour, c'est les hormones qu'il y a dans le corps, c'est aussi addictif que de la cocaïne donc que les hormones d'amour sont extrêmement addictives. Hein. Ouais. Et du coup, on va Beh, avoir quelqu'un qui va avoir du mal à se séparer à cause de ça, je pense. mais moi, j'aimerais dire que c'est aussi une notion d'habitude, qu'en fait, peut-être que tu as toujours connu que ça, et donc ton corps, ton système nerveux, il est habitué, à ce réflexe-là, en fait.
c'est comme des réflexes dans une situation critique, certains se figent, certains s'enfuient. En fait, on réagit tous d'une manière différente. Si toi, ton réflexe de base et que tu as toujours été habitué qu'à ça, tu vas le conserver et tu vas vivre qu'à travers ça. Donc là, c'est pareil. Si en fait, tu as toujours eu, que ce soit peut-être à travers un système familial ou un papa qui est contrôlant, manipulant, et cetera, en fait, tu vas retomber sur des choses similaires. Et là, tu pourrais te dire: «Bah, c'est terminé pour moi, je finirai toute ma vie comme ça». Non, tu peux, changer tes croyances déjà, tu peux rassurer ton système nerveux, changer ton énergie. Du coup, quand moi j'interviens à travers les soins, parce que il y a aussi la notion de rassurer et sécuriser le corps, parce que souvent on peut se sentir en danger, on peut se sentir inquiet, mais en fait, si ton corps et ton système nerveux, il se sent en sécurité et rassuré, bah, déjà, tu pourras affronter la situation d'une manière, différente, plus sereine et du coup, plus en capacité de tes moyens et de tes mouvements, en fait. Pour moi, là, tu es en train de parler de la méthode de sevrage ou de guérison, mais c'est la même chose dans mon cas. Dans ce cas-là, enfin, ça dépend à quel niveau on prend la personne, mais si la personne est dans la relation au moment où on l'accompagne, il y a des études, donc là j'ai retrouvé les sources de Michel Reynaud, de Audrey Fabricant, qui ont montré qu'au niveau du cerveau, quand on est dans une relation amoureuse où il y a une intensité, surtout avec les vagues émotionnelles, c'est aussi puissant que du MDMA, donc la cocaïne voilà. Donc ça veut dire que au niveau des synapses, au niveau du cerveau, c'est la personne, elle est vraiment en manque, quoi. C'est-à-dire que c'est une situation où elle est en crise, hein, de fou, quoi. Et ça, je me rappelle que moi, je voulais pas coacher les gens déjà au début qui voulaient récupérer leur ex parce que certaines personnes, elles étaient tellement en détresse que c'était très très compliqué pour moi de les stabiliser émotionnellement. Alors bien sûr, après, on peut les aider, mais le problème, c'est qu'il y a, comme tu dis, besoin de canaliser leur énergie, mais il y a besoin aussi qu'elles puissent acquérir ensuite de l'autonomie, hein, pour arriver à canaliser elles-mêmes leur énergie. Parce que sinon, c'est comme si on donnait un Doliprane à quelqu'un qui a une épine, c'est-à-dire, c'est temporairement, on peut essayer de canaliser l'énergie, mais vraiment, il y a un truc biologique pour moi, comme dans les drogues, où ça doit prendre un certain temps aussi c'est pour ça qu'on a fait aussi la voie du cœur sur 3 mois, pour vraiment retrouver un système nerveux plus apaisé, je Mmh. crois. Tu guéris pas du jour au lendemain et c'est faux, c'est une croyance. Alors ça peut dépendre des cas, ça peut dépendre des situations, mais là, sur des programmes comme ça, on vient vraiment aider des gens à se déconstruire pour se reconstruire. C'est compliqué de dire: «On va venir résoudre ton problème en une fois». C'est impossible, en fait, de changer tout, enfin, je dirais pas tout, mais de changer une bonne partie de tes croyances, de ton énergie, de tes réflexes, toi, de ton accompagnement sur le psychologique aussi. Enfin, en fait, voilà, tout ne peut pas fait, être tout, pardon, ne peut pas être fait en une fois et c'est aussi important d'en prendre conscience parce que des fois, on cherche toujours des, remèdes miracles, la chose la plus efficace, la plus rapide, la moins chère. En fait, à un moment donné, il faut être réaliste, d'aller piocher à droite, à gauche et un peu partout, c'est pas efficace. Il faut prendre la méthode qui nous convient, la méthode qui nous correspond et de partir avec et vraiment de se faire accompagner sur du long terme. Moi, plusieurs fois que je répète, à chaque fois, je dis: «On va pas tout résoudre en une fois» parce qu'il y a aussi ce que le corps, il est capable de libérer le jour J. Parce que quand j'interviens sur les soins énergétiques, c'est oui, je vais travailler sur ton énergie, oui, on va libérer les émotions bloquées, mais ton corps, il a une jauge et que quand la cuisson des fois, elle va durer un certain temps, mais peut-être que ça sera encore meilleur le lendemain si tu y reviens. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a cette notion, enfin, j'adore illustrer tout le temps, mais en gros, voilà, cette notion où ton corps, en fait, il a une capacité le jour J à cet instant-là, du coup, on libère et après, en fait, on va y revenir pour continuer de gratter et creuser encore plus profond, et cetera. Mais du coup, c'est important de comprendre qu'il y a jamais, en une seule fois, ça y est, on va venir, t'aider, te libérer de toutes tes peurs, tes blocages. Ça, faut vraiment plus y penser parce que c'est pas Alors, juste. comment finalement on sort de l'emprise? Alors, bon, on a compris qu'on ne pouvait pas sortir d'un coup ou que ça prend du temps. Mais alors, du coup, quelles seraient les méthodes pour... Moi, je vais même dire d'ailleurs, en préventif pour repérer les relations d'emprise et les jeux de pouvoir, ce qu'on fait d'ailleurs beaucoup sur le mois numéro 3, c'est-à-dire détecter les jeux de pouvoir et de manipulation. Je vous rappelle que la voix du cœur, c'est un programme qu'on a fait avec Alexandra, où le premier mois, c'est guérir son cœur. Ensuite, c'est ouvrir son cœur et communiquer avec son cœur. Et je pense que dans la phase d'ouvrir son cœur et communiquer avec son cœur, c'est très important de repérer les jeux de pouvoir, de voir quand quelqu'un nous met dans des situations de dépendance pour que notre intuition, qui des fois est complètement masquée par l'amour ou par la peur d'être seul dont tu parlais, puisse repérer ça. Mais on va prendre les deux cas. On va prendre le cas où quelqu'un est dans une relation d'emprise. Là, c'est ce qui est le plus compliqué.
Comment on fait pour en sortir à ce moment-là, d'après toi? Si elle est déjà dans la relation d'emprise, faut déjà lui faire prendre conscience des schémas et on va dire des red flags qui sont existants. Déjà, comment est le comportement du partenaire avec sa compagne? Quels sont les mots? Comment il prend soin d'elle? En fait, faut déjà faire réaliser à la personne de quelles sont les actions déjà mises en place. Est-ce que ça te paraît juste? Est-ce que ça te paraît cohérent? Est-ce que ça te paraît sain? En fait, ça je dirais, ce serait plus d'abord par des prises de conscience si le schéma est déjà existant et si c'est la situation qui est déjà, actuelle, en fait. Mmh. Et alors maintenant, une fois que la personne est sortie de la relation, donc il y a le deuil dont on avait parlé euh, pour effectivement guérir un petit peu cette relation. Et après, l'idée, ce serait d'éviter que ça se reproduise de nouveau, du coup. Bien évidemment. Donc, bah, là, ça sera moyen de voir si les prochaines rencontres, de quel ordre elles sont. Est-ce que je suis encore dans, attirer des personnes qui me dévalorisent au final et ne prennent pas soin de moi? Ou alors est-ce que je vais attirer quelqu'un qui est, bien dans ses baskets, qui a confiance en lui, qui est stable, qui est posé, qui s'éparpille pas un peu partout, qui arrive à être sincère et honnête? Voilà, donc tout ça, en fait, ça se vérifie aussi avec le temps, avec, un peu, je dirais, des preuves de ce que la personne, elle montre, d'elle, en fait. Quelles sont les actions qu'elle met en place. Donc ça se voit et ça s'analyse. Et après, je pense que tu en as un peu évoqué, mais il y a un travail profond à faire parce que derrière le pervers narcissique, il y a aussi la dépendance affective de l'autre côté. Et la dépendance affective, c'est souvent des femmes qui attendent un sauveur, qui attendent quelqu'un qui les aide à être heureuses, qui attendent quelqu'un qui fasse tout un peu à leur place pour leur permettre de rayonner plutôt que d'arriver à elles-mêmes déjà trouver du bonheur en elle. Et quand je dis trouver du bonheur en elle, c'est pas rester célibataire avec un chat jusqu'à la fin de sa vie, mais c'est quand même arriver à être bien même quand on est célibataire. Et ça, on a déjà fait des conversations là-dessus, Alexandra. Mais l'idée, c'était aussi d'aider, parce que derrière tout ce schéma, qu'est-ce qui fait qu'on est attiré par un père narcissique? C'est malheureusement aussi une forme de dépendance affective. Tu as parlé à un moment donné de manque d'estime de soi, mais c'est exactement ça aussi. Oui, c'est relié, c'est tout à fait relié les 2 notions. C'est en fait, je suis dépendante de l'amour qu'on me porte parce que moi-même, cet amour et cette estime de moi-même, je l'ai pas en fait. C'est quelqu'un vient m'apporter ce que moi-même je suis pas en capacité de m'apporter. Que le corps, le mental, un être humain normalement composé aime bien se sentir, enfin, je dirais normalement composé, c'est pas juste de dire ça, mais qui s enfin, pas mal de personnes ont envie d'affection, ont envie de recevoir de l'amour. Mais en fait, si déjà toi-même, tu as un discours intérieur qui est pas bon, que tu te flagelles, que en fait, tu te dévalorises, que en fait, tu fais pas des choses que tu aimes et cetera. Si tu vois que quelqu'un va commencer à prendre soin de toi: «Ah ça y est, c'est le bon, il va venir me sauver, il va venir m'aider» et cetera. Bah oui, là, on va rentrer dans ce schéma de dépendance, affective, quoi. Et que en fait, moi, je veux vraiment parler de temps et de voir avec le temps que les gens, ce sont les bonnes personnes ou pas. Et là, en accompagnant aussi avec le dernier mois, on voit que les personnes, en fait, elles font des bons choix, elles rencontrent les bonnes personnes et donc elles, font des rencontres plus alignées, en fait, avec ce dont elles ont vraiment envie. Parce que si on sort de la dépendance affective, ça veut dire qu'on prend conscience de nous, de nos problématiques, de nos croyances, des erreurs qui ont pu être, faites ou alors dans lesquelles on a évolué et donc là, on se rééquilibre avec des gens sains et des gens qui ont une bonne valeur, d'eux-mêmes. Parce qu'en fait, si tu attires aussi quelqu'un, c'est que tu vibres un peu pareil. Donc si, tu vois, on parlait d'interdépendance, en fait, la personne qui a besoin de manipuler l'autre, ça veut dire qu'au fond de lui, il y a un manque, il y a un trou quelque part dans la raquette. Ça veut dire que lui-même, il a besoin de ça pour vivre. Alors j'ai écran noir, je sais pas si tu as coupé ou pas la cam? OK, ça marche. Mais voilà, donc dans ce principe-là, ouais, c'est le troisième mois, bah, c'est un peu la clôture de tout ça et ce qui est très, très important aussi, quoi. Eh beh, ils peuvent, nous contacter, nous envoyer un message, faire le petit questionnaire que tu as mis en place et voilà, faire un premier entretien téléphonique qui est complètement gratuit pour, voir si, jamais on peut les aider, à travers ce programme, s'ils correspondent aussi aux critères de sélection pour rentrer. Parce qu'on ne prend pas tout le monde, on n'est pas là pour sauver tout le monde non plus. On a des personnes spécifiques à accompagner
Donc en tout cas, ces personnes-là peuvent, tout à fait répondre au questionnaire et voilà, on se retrouve très bientôt en rendez-vous.